Gurú del ritmo. Si le son me plaît à moi, quand j'écoute dans la voiture, je sens que ça peut faire danser, je le chope et puis je vais essayer de le passer en soirée. Est-ce que tu as une sorte de métrique qui te permet de te dire c'est le bon moment pour envoyer ou tu es toujours un peu précurseur? Je pense qu'il faut être précurseur dans ce métier. Il faut jongler entre un ancien hit, une grosse cartouche, un gros banger et tu mets le tout nouveau qui vient de sortir. Ça va peut-être te calmer les gens, mais après si tout de suite derrière t'enchaînes avec un gros banger, ils vont le zapper puis ils vont se dire ah mais ce son j'ai déjà entendu quelque part. Ouais c'était mieux avant je trouve. Il y avait l'époque du bypass, c'était incroyable. Déjà t'avais peur de pas rentrer dedans parce que t'allais te faire refoule, t'étais sûr et après tu rentrais dedans. C'était artiste sur artiste. J'ai l'impression qu'à l'époque il y avait beaucoup plus d'artistes que maintenant. Tu penses que c'est dû à quoi? Il y a un changement justement? Je pense que les jeunes, la nouvelle génération elle sort moins. Et aujourd'hui si tu avais justement une baguette magique pour changer quelque chose dans la nuit genevoise, qu'est-ce que tu changerais? Que ça redevienne comme avant, que les jeunes viennent kiffer sans se prendre la tête, kiffer l'artiste, kiffer la musique, kiffer la soirée, rentrer bien correctement. Dominique nique s'en allait tout simplement. Hello à tous, bienvenue dans Gourou Expérience, deux podcasts. On va parler musique, on va parler production musicale, festival, DJing avec monsieur Lunatic. Comment ça va Lunatic? Top et toi? Bien. Et donc je vous explique un petit peu le but de ce podcast, c'est de recevoir des gens qui occupent différentes positions dans le milieu de la nuit, que ce soit autant des patrons de club, des beatmakers, donc des gens qui produisent de la musique, des ingénieurs du son, des DJ, enfin vraiment tous ceux qui sont activistes dans le milieu de la nuit. On va commencer par Genève au début parce que c'est de là que je suis né et que j'y habite. Donc du coup on va commencer par ici, les intervenants d'ici, puis le but c'est d'élargir après par la suite les différentes personnes que je recevrai quoi. Donc aujourd'hui, je reçois, conflit d'intérêt parce que Lunatic, je le connais depuis 15 ans. On va dire ça, ouais. Minimum 10 ans. Hein. Ça fait une quinzaine d'années qu'on se côtoie. Donc j'ai vu l'évolution du personnage. C'est ça. Explique-moi un petit peu le déclic qui t'a fait justement rentrer dans le monde de la musique. Le déclic pour moi, pour commencer en tant que DJ, c'était un clip vidéo du son Leave the World Behind. De la Swedish House Mafia. Okay. Je devais avoir 11 ans, 12 ans même pas. Mm-hmm. J'ai vu le clip, j'ai fait waouh. 3 mecs, des milliers de gens devant eux et ils les font kiffer. C'est eux qui gèrent le début, la fin de la soirée, les émotions, comment ça danse, comment ça jump. J'ai kiffé et je me suis dit je veux faire ça. J'ai pas lâché. Et maintenant je suis toujours là. Dedans, ouais. Donc tu as vécu différents stades, je pense, par rapport à ce côté DJ. Comment on fait justement on a ce déclic qui nous fait un petit peu attirer par cette scène, par cette ambiance et ces émotions. Et comment après tu passes au côté concret de ça, où tu te retrouves à mixer peut-être dans un bar, dans une discothèque ou un festival. Comment tu as enclenché ça? C'est beaucoup de culot, je pense. Après, les potes qui disent ouais, je connais un bar, il y a le même style de musique que t'aimes bien. Et puis tu essaies de parler, tu dis à la serveuse est-ce que le patron il cherche un DJ? Ah je sais pas, je vais demander. Donc tu démarches au culot quoi. Voilà, au culot. C'est comme ça que tu as eu tes premières dates? Première date en tant que bar, ouais. Après je faisais beaucoup de soirées privées pour mes potes, anniversaires. Après c'est un peu de l'entourage. Un tel il se marie, vas-y fais-le, ou une soirée privée comme ça. Mais ça c'est le tout début. Puis après, c'est vrai qu'il faut un minimum de culot et essayer. Quoi. Et tu as commencé tout de suite, parce que quand tu parles de mariage ou de soirée privée, je pense que c'est plutôt généraliste en termes de musique, ou tu étais vraiment axé dans le côté électro, musique électronique? La musique électronique, c'est pour moi. Ouais. J'essaye toujours d'en passer. Mais c'est vrai que dans un mariage, c'est pas non plus le délire. C'est pas l'ambiance. Voilà, c'est pas l'ambiance. Quoi. C'est beaucoup de 80, de 90, du 2000. C'était à l'époque des 2000 quoi, c'était l'époque un peu plus récente et après c'est vrai que par contre ce qui est bien c'est que ça t'aide pour après la suite. Le fait de faire du mariage, du gros on va dire old style. Ouais. Ça t'aide après pour aller dans des clubs pour que tu puisses mixer ce que tu veux. Parce que c'est formateur tu dis dans le sens où clairement. Pourquoi c'est formateur, tu arrives à nous l'expliquer? Parce que maintenant je peux dire qu'aujourd'hui je mixe tout. J'ai mon style à moi qui reste
peut-être personnel qui va toucher certaines personnes, on va dire. Mais je peux très bien faire une soirée de 22h jusqu'à 5h du matin, 80, 2000, 90, ou que du latino, ou que du hip-hop. On va dire que je suis, comme vous m'appeliez avant, le 4-4. Le 4-4. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est un choix que tu as fait de t'adapter au marché, ou si tu aimes cette musique-là? Ou c'est vraiment pour continuer à développer en tant que DJ dans les structures actuelles? Je me suis dit que c'est, comme tu disais, formateur. Ouais. Donc ça peut être que bénéfique pour moi de savoir tout mixer. Ouais. En vrai. Je vois pas pourquoi je pourrais pas... J'apprends. De toute façon, dans ce métier-là, c'est comme dans tous les autres. Hein. T'apprends toujours quelqu'un t'apprendra toujours quelque chose. Ouais. T'essaies avec tes techniques, t'essaies d'écouter les autres. Tu prends 2-3 conseils. Et faut rester ouvert, quoi, en fait. Exactement. Parce qu'on a beaucoup de... Enfin, on connaît pas mal de gens. Moi aussi, comme tu le sais, et l'audience ne le sait pas encore, mais ça fait un moment, presque 35 ans que je suis dans le milieu de l'événementiel, en étant directeur artistique, manager, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui revendiquent en gros un courant musical. Donc toi, tu leur conseilles plutôt de s'ouvrir, de tout tester en gardant son petit péché mignon de côté, mais quand même d'aller tester d'autres courants. Ça t'a amené des techniques, ça t'a amené des rencontres sans doute aussi. Clairement, ça c'est clairement ça. Mais après, moi, il y avait quelqu'un qu'on connaît très bien qui avait l'habitude de dire que tous les artistes sont des connards. Ok. Donc, alors, ça me vient pas à la tête, quoi, mais on va pas le citer. Mais... on va pas le citer. Mais dans le sens où, ouais, moi je trouve c'est un peu. Tu peux rester dans ton style, c'est cool. Ouais. Si tu as envie d'aller à fond dedans, vas-y. Après, si t'es là, tu veux plein de dates partout et t'essayes d'aller dans un club all style et que ta soirée elle est all style, tu veux faire que ton style, ça va pas le faire. Ouais. Donc tu as dû t'adapter un peu au marché, et puis tu t'es ouvert aussi pour rencontrer de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures musicales, quoi. Clairement. Donc parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, tu étais très, très focalisé sur la musique électronique. C'est ça. Tu produisais ça déjà à l'époque. Et puis effectivement, on te retrouvait dans des endroits qui étaient plutôt, comme on dit, généralistes, donc old style, par rapport à la musique. Mais ça a été formateur aussi de ton côté, ça t'a permis de t'entraîner, de rencontrer du public et de t'amener dans différents endroits, quoi. Et justement, cette progression, comment tu analyserais maintenant avec le recul, vu que ça fait une quinzaine d'années que tu es dans le milieu du DJing et de la production musicale, comment tu t'es vu progresser? Est-ce qu'il y a des moments clés qui ont fait que tu as pivoté en termes de carrière en disant voilà, j'ai rencontré une personne, je vais aller avec lui parce qu'il va m'amener un bout plus loin? Comment tu as géré un peu cette carrière? Parce que 15 ans, c'est quand même pas rien, quoi, donc, dans la vie d'un homme. J'ai essayé j'ai essayé un peu de suivre le flow, toujours en mettant ma patte à moi, parce que ça c'est important pour un artiste. Voilà, on amène notre patte à nous. Ouais, bien sûr. Il faut toujours faire ça. Après, on m'a souvent proposé des choses, j'ai toujours essayé de m'adapter. Ok. Et j'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes au bon moment, ce qui m'a fait évoluer aussi. Ok. Donc après, tu es passé de bar dans les discothèques, je pense, à Genève un petit peu. C'est ça. Puis après, effectivement, on se côtoyait déjà à l'époque. On a créé une structure qui était un peu plus, avec un peu plus d'ampleur en Europe, avec des événements à gauche, à droite et au milieu, donc France, Belgique, Allemagne, etc. Où tu as participé à pas mal d'événements, quoi. Donc, incroyable. C'était une une autre époque. C'est vrai. Et on fait un petit big up à quelqu'un qu'on aime bien, qu'on a en commun, si jamais. Ben, si tu nous regardes, c'est pour toi. On t'aime. Donc voilà, ok, donc tu t'es ouvert aux musiques pour pouvoir progresser aussi en termes de DJ technique, et puis aussi pour pouvoir avoir des dates, parce qu'il y a des courants musicaux, comme on l'a vu. Au début, c'était électro, après c'est passé en rap, par exemple, c'est revenu un peu plus latino, enfin un peu plus, même beaucoup latino. Maintenant, il y a des courants musicaux qui émergent, afro, amapiano, etc. Donc, clairement. Donc tu es un peu touche à tout, et tu es un peu aussi, je veux dire, généraliste dans l'âme au niveau de la musique, quoi. Après, oui, je suis très éclectique, donc j'écoute de tout. Moi ça me plaît. Si le son me plaît à moi, je me dis, quand j'écoute dans la voiture, s'il me plaît à moi, que je sens que ça peut faire danser, je le chope et puis je vais essayer de le passer en soirée. Et comment tu t'octroies quand même pendant tes sets en soirée des petits moments tests, justement, avec différents courants musicaux? Oui, clairement. Bah après, sur Genève, c'est surtout on va dire surtout du latino. Ouais, actuellement c'est ça. Donc c'est souvent, tu t'écoutes Spotify, en général les vendredis c'est les dernières sorties. Et puis tu chopes le son, tu dis ouais, il est lourd celui-là, il va marcher. Puis le soir même tu le passes, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je m'en souviens d'un débat là-dessus. Voilà. Et 3 semaines après, voilà, exactement. L'album Bad Bunny sortait, j'avais tout chopé, tout en extended, tout bien. Tu le chopes le soir même, les gens te regardent, l'air de dire qu'est-ce qu'il fait lui? T'étais trop tôt, quoi. Trop tôt, 3 semaines après,
Ça demandait. Ouais, donc il y a un moment de timing, justement, ouais, effectivement, qui est assez intéressant dans ce que tu fais comme musique, enfin, ce que tu produis comme musique en live, au niveau du DJ. Et ça, tu t'adaptes comment, justement parce que là, tu étais trop en avance, des fois, tu peux être trop en retard. Est-ce que tu as une sorte de métrique qui te permet de te dire c'est le bon moment pour envoyer, ou tu es toujours un peu précurseur sur certains styles? Je dirais précurseur. C'était beaucoup dans la musique, quoi. Tu écoutes beaucoup de musique. Dans le sens où je pense qu'il faut être précurseur dans ce métier. Il faut jongler entre un ancien hit, une grosse cartouche, un gros banger, et tu mets le tout nouveau qui vient de sortir. Ça va peut-être te calmer les gens, mais après, si tout de suite derrière t'enchaînes avec un gros banger, ils vont le zapper, mais ils vont se dire ah, mais ce son, j'ai déjà entendu quelque part. Donc moi, je marche comme ça. Ok. Et justement, vu que c'est parce que la musique, ça fédère, ça rassemble les gens. On a de tout temps, on est une tribu. Je veux dire, l'être humain ou qui soit, on a vraiment les rythmes et les process tribaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc on se réunit autour du feu, on se réunit avec de la musique ou des chants. Comment toi justement, tu arrives à orchestrer tes sets pour que ça garde un certain voyage, comme on peut dire. Parce que alors, effectivement, tu passes des morceaux qui sont connus, donc les gens peuvent les chanter ou les choses comme ça, mais il y a quand même un voyage musical que tu orchestres pendant ta soirée. Je pense que comment tu t'y prends à ce niveau-là pour un peu emmener les gens avec toi dans des émotions un petit peu différentes, où là, tu les amènes sur un truc latino, puis après, peut-être tu tapes un peu plus. Tu vois, je fais au feeling. Parce que le vendredi, ça peut très bien se passer. Mais si tu fais le même set le samedi, du vendredi au samedi, ça peut être. Donc pas de playlist pour Ludatic. Franchement, j'ai déjà toutes mes playlists avec tous les gros morceaux bangers, toutes les nouveautés. Qu'il faut passer. Qu'il faudrait passer. Des fois, j'en oublie. Mais je fais toujours au feeling. Je pense que ça. Tu peux préparer si tu fais un set d'1 heure. Quand tu es en guest dans une boîte d'1 heure, 2 heures. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Et t'as des mecs qui arrivent, je sais même pas s'ils mixent encore, tu sais, c'est vraiment un pré-mix fait, et puis ils mettent leurs clés, et puis ils envoient le morceau, puis ils font des. Voilà, on connaît. Moi j'ai ma position, mais je vais entendre ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu l'as jamais fait, ça? Non, moi, le seul truc que je fais, c'est quand on attend les gens, je vais mettre 30 minutes d'un mix que j'ai fait moi-même, mais c'est en attendant les gens. Dès qu'il commence à y avoir une quarantaine. De toute façon, le mix est fait pour que la soirée débute. Donc, les seules choses que je fais, c'est ça. Sinon, c'est tout au feeling. Après, ça serait tout au feeling. Après, ce que je pense sur ça, ça dépend de la personne. En vrai, je prends l'exemple de James Hype. James Hype, très gros DJ technique. Oui. Pour moi, c'est un des meilleurs. Oui. Mais pour lui, en fait, c'est une routine. On a tous les DJ, ils ont une routine dans le sens où j'ai ce son qui va aller avec ce son, qui va ensuite aller avec ce son. Donc ça te fait déjà 3 sons d'enchaîner, tu le fais tout le temps. Des fois tu essaies de varier, mais lui il le fait toujours pareil. Il peut changer des fois. Si tu vois que la sauce elle prend pas, justement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des petits sons un petit peu dans tes cases du cerveau qui disent ah bon, si celui-là je le mets mais ça va pas ce soir parce que comme tu disais, vendredi c'est pas samedi, samedi c'est pas vendredi et ainsi de suite. Tu as quelque chose à enchaîner ou tu le laisses jusqu'au bout pour que les gens... Non, on enchaîne avec un gros banger. Donc tu parlais de routine par rapport à James Hype par exemple, qui lui, ça veut dire routine, ça veut dire qu'il réalise plus ou moins tout le temps les mêmes shows, que ce soit techniques ou musicaux, c'est ça? Une routine pour toi ou c'est... Pour moi c'est devenu... C'est comme si... C'est l'enchaînement des morceaux qui est déjà l'enchaînement des... Pour lui c'est une logique. Ça va avec ça je vais le faire comme ça. Peut-être qu'il va pas peut-être mettre les mêmes sons, j'ai jamais vu encore. Inch'Allah, bientôt. Mais en vrai, je pense qu'il doit mettre ses sons. Il sait si ça marche pas ou quoi. Mais c'est son show à lui. C'est lui qui a fait qu'il mixe vraiment. Après, il y a beaucoup de polémiques, sur le fait qu'il y en a qui pré-enregistrent. Est-ce que c'est un business parce qu'au bout d'un moment, ils se font chier les mecs et puis ils veulent mettre le show en mode visuel, danser, faire la fête. Il y a plus d'émotionnel, tu veux dire, ils arrivent au bout d'un truc. En vrai, je sais pas. Il y en a qui font semblant juste pour peut-être... C'était qui? C'était Oli Priest là, qui avait fait une polémique. Je sais pas, il y en a plusieurs, donc je vais pas m'amuser à les citer, mais... Apparemment, il y a vraiment des gens qui arrivent, qui mettent la clé USB, puis c'est déjà tout mixé. Ils font 2-3 cuts, ils font 2-3 réglages de basse, machin, etc. 2-3 effets. Après, on connaît qu'il y en a qui sont connus qui savent pas mixer. Bon, on va pas les citer non plus, parce qu'on veut pas que le premier podcast soit le dernier. Le but, c'est de les recevoir peut-être un jour. Alors, tu sais pas mixer. Mais après, c'est ça, est-ce que justement,
un DJ peut pas être que dans l'émotionnel, c'est-à-dire que il faut avoir la passion de la musique, des musiques, peut-être des types de musique, mais il faut quand même avoir un côté business aussi, vision un petit peu. On est d'accord là-dessus, quoi. Ouais. Tu peux pas juste te dire je vais mixer là, faut graver des échelons justement pour arriver à un certain but que tu t'es fixé, peu importe lequel il soit, quoi que ce soit un gros festival ou le club du quartier, mais au moins tu dois avoir une vision business. Et est-ce que tu la retrouves justement, vu que toi tu fréquentes pas mal d'artistes, DJ ou producteurs, est-ce que tu retrouves ce côté business dans ces gens-là ou vraiment ils sont artistes à 300%, quoi. Non, il y a beaucoup. Ils se laissent aller, quoi. Il y a beaucoup de. Allez, sur 100, il va y en avoir 80 qui se laissent aller. Ouais. Et il y en a 20% qui eux veulent. Eux, c'est des vrais artistes. Pour moi, c'est des vrais connards. Mais. Après, c'est positif. Hein. Mais, oui, le mot connard était employé dans le bon côté de la chose. Ouais. Mais dans le sens où les 20%, eux, ils veulent. Moi, je veux ce style-là, c'est ce style-là. Je veux me faire connaître. Comment t'expliques justement qu'un on va reprendre James Hype arrive à être au top, qu'un UGL aussi, et puis il y en a des milliers de gens comme eux qui sont, c'est quoi tu penses, c'est le fait de créer les opportunités, c'est le fait d'avoir cette vision business en se disant voilà, aujourd'hui je suis là, je vais aller là-bas. L'entourage, je pense, c'est important aussi, parce qu'effectivement quand tu es un peu seul face à toi-même, tu peux prendre des décisions qui sont pas forcément les bonnes. Comment toi t'as géré justement cette carrière à ce niveau-là? Tu t'es entouré, t'as été un moment, t'as sollicité des gens pour t'amener un petit bout plus loin? Est-ce que t'as ce qu'on appelle un vision board, tu vois, un tableau de vision en disant voilà, là t'as actuellement 33 ans si je dis pas de bêtises, là j'ai 33 ans, à 35 je serai là-bas, à 40 je serai ici, puis à 50 je serai je sais pas où. Ouais, je l'avais eu à un moment, et on va dire qu'après les choses de la vie ont fait que ça a changé, mais je suis toujours dedans, et à vrai dire là je sais pas trop où je vais, je sais que j'ai déjà mes bases, après si ça pète, tant mieux. Et est-ce que tu provoques ça? Est-ce que tu crées? Parce que je crois pas vraiment à la chance, tu sais, moi je dis que la chance tu la provoques en fait. Ah oui, c'est-à-dire que du fait d'être dans les clubs, du fait de poster peut-être sur les réseaux, de faire de la production musicale, tu provoques le fait que quelqu'un s'intéresse à toi puis dise ah bah viens mixer à tel endroit, tu vois. Donc, pas assez, je l'ai pas fait assez. Après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de patrons de boîte qui me rappelaient pas, parce que je sais pas, enfin, ou alors moi je demandais à mixer dans le club, et puis je sais pas, c'est peut-être mon feed Insta, j'en sais rien, ou ce que je dégageais dans mon délire. Mais non, moi je pense que j'ai pas été assez vraiment focus dans le business. C'est vrai que pour t'avoir côtoyé, tu as toutes les aptitudes pour, tu vois, ça passe autant par l'image que le côté production musicale. Puis effectivement, tu as le côté terrain qui fait que tu sens les gens. Donc tu sais que ce morceau-là peut fonctionner, même si c'est pas encore classé comme un banger ou un hit, tu vois, tu dis non, mais je sais qu'à tel endroit, parce que j'y étais, je peux envoyer ça, ça va passer, quoi. Et c'est vrai qu'il t'a manqué peut-être un peu d'assiduité, d'un déclic un peu un moment pour passer le cap. Puis après, il y a des choses de la vie qui font que voilà, il y a des rencontres qui se font, quoi. Mais tu reconnais ça. Et comment justement, quelle a été la plus grosse mutation que tu as dû faire pendant cette carrière-là? Est-ce que tu as vraiment, si je reprends le lunatique qui avait 18 ans, 17 ans, et celui actuel, est-ce que, en termes de musique, de DJing, qu'est-ce que tu as eu comme mutation qui a fait que tu arrives là aujourd'hui, quoi? Est-ce que tu as un moment clé, tu te souviens d'un petit truc où tu te dis... J'ai pas eu de moment clé, deux fois j'ai arrêté. Je me suis dit c'est bon, c'est pas pour moi. Pourquoi? Tu te souviens? La routine d'être résident. Et après, avec Enjoy, quand j'ai travaillé avec Enjoy, le fait d'être guest, déjà c'est un autre délire. C'est vraiment autre chose, ça qui est bien. Mais le fait d'avoir arrêté, et 1 mois, 2 mois après, ça me manque. C'est la vibe de mixer, de faire danser les gens. Faut pas s'enterrer dans le côté un peu, ça peut être pas mal peut-être financièrement d'avoir une résidence, parce que tu sais que tu rentres tant de cachets par mois, c'est ça. Mais en même temps tu t'endors un petit peu à l'endroit sans avoir de challenge, de nouveau public, Exactement. Et ça tu déconseilles, c'est qu'il faut casser un peu cette routine là. Il faut essayer de faire d'aller mixer 2-3 fois ailleurs, même dans un club à côté, ou de changer un peu de public, d'audience. Donc ça tu conseilles vraiment pas de s'endormir, c'est pas forcément un but, une résidence. Comment tu penses qu'aujourd'hui un DJ doit procéder
Alors, on sait l'importance des réseaux sociaux, donc faut montrer des choses que tu produis, montrer des actes que tu fais aussi donc en performance live. Mais comment tu ferais aujourd'hui pour justement faire le parcours que tu as fait par rapport à tout ce que tu as d'actuel, tu vois. Même si on avait déjà plus ou moins il y a 15 ans. Ce que je ferais, ce que j'ai pas fait avant. Ouais, ce que tu n'as pas fait avant, ouais. Plus me mettre en vidéo, plus montrer ce que je sais faire. Parce que moi, par exemple, tous mes mashups, je les fais en live. Ouais. Il n'y a pas de post-production ou quoi, c'est vraiment du ça, mix. Tu les mets pas en évidence. Et je les ai pas mis en évidence. Je ferais plus de choses comme ça, montrer plus que c'est quoi le métier, c'est quoi, enfin, ce que je fais vraiment. Et non, j'ai pas mis assez en évidence. Ok. Donc est-ce que tu vas remédier à ça? Est-ce que tu vas pallier à ça? Je préfère quand même que les gens ils viennent me voir en boîte pour voir vraiment le live. Ouais. Et ils sont sensibles à ça justement. Tu ressens qu'il y en a pas. Je pense pas à tout le monde, mais pas tout le monde, mais il y en a, oui. Qui comprennent ce que tu as fait et tout. Bah en fait quand on choque les gens et que dans la foule on entend oh, c'est qu'on a réussi. Ok, donc c'est ton baromètre, quoi, ta métrique. Voilà, c'est ça. Pour dire mon mashup était bien, quoi. Et puis on dit souvent, justement, à Genève, c'était mieux avant, enfin, on connaît les petites phrases comme ça. Et toi qui es justement commande de la musique par ici, à Genève, tu vois une évolution de quoi dans le business? Est-ce que ça s'est plus professionnalisé au niveau des DJ, au niveau des discothèques, au niveau de tout? On est vraiment entré dans quelque chose de professionnel, ou il y a encore un côté un petit peu artisan par rapport au milieu de la nuit, parce que ça fait quelques décennies aussi que ça existe, les discothèques à Genève, quoi. Donc t'as senti qu'il y avait une professionnalisation, ou t'as quand même des trucs où c'est un peu on te laisse aller, où tout est guidé c'est un peu du guidé quand même. Ouais, un petit peu, dépendamment du club. Tu te sens un peu conditionné? Bah c'est vraiment tu suis le thème de la soirée, ce qui est normal, tu vas suivre le thème de la soirée. Ouais. Mais il manque un peu je trouve bon, après il y a des clubs qui le font, comme le festival du soir qui va se passer en octobre. Ouais. Mais ça bouge un peu, ça fait changer autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a plus... Ouais, c'était mieux avant, je trouve. Ouais. Il y avait l'époque du bypass. Ouais. C'était incroyable. T'avais peur de pas rentrer dedans parce que t'allais te faire refoule, t'étais sûr. Ouais. Et après, tu rentrais dedans, c'était artiste sur artiste. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'artistes que maintenant. Tu penses que c'est dû à quoi? Il y a un changement, justement Je pense que les jeunes, la nouvelle génération, elle sort moins. Ok. Ils sont par quoi? Parce qu'ils écoutent quand même de la musique, vu qu'on voit qu'il y a quand même du stream encore qui se fait, vu qu'il y a encore je sais pas, ils sont plus... J'ai cette impression, après le Covid, il y a eu un truc qui s'est passé. Ok, il y a eu un changement qui fait que la jeunesse consomme différemment la musique. Exactement, et la façon de danser, quoi. Mais tu sais où ils vont, tu sais où ils... Après, parce que la base d'aller en boîte, c'était soit t'allais danser, soit t'allais draguer. Ouais. Sauf que maintenant, avec toutes les applis, tout ce qu'il y a, tu peux draguer sur ton téléphone sans voir la personne. Tout a été digitalisé, quoi. Voilà. Ouais. Et puis... Ouais, non. T'as vraiment senti l'avant et après Covid au niveau de l'événementiel, clairement, et même des gens qui sortaient, quoi. Donc on se trouve plutôt ok. Il y a eu ce petit début juste après Covid, sur 5 mois, 6 mois. Ça revenait un peu comme à l'ancienne. C'était comme à l'ancienne, c'était tous les clubs blindés, c'était la fête. Ouais, juste. Et après... Au revoir, merci, quoi. C'est ça. Les priorités ont changé, quoi. Effectivement, je pense que le schéma sociétal a changé. On n'est plus là à travailler du lundi au vendredi puis se faire plaisir le week-end. Maintenant, ça consomme différemment, apparemment. Les alcooliers sont un peu en berne aussi, dans le sens où il y a moins d'alcool qui est vendu. Alors ça reste en termes de consommation de nuit, tu vois ce que je veux dire, du côté nightlife, pas forcément de consommation en général. Mais c'est vrai qu'il y a eu un changement intrinsèque dû à ce Covid et cette gestion de crise sanitaire, quoi. Donc ça, c'est aussi forcément, ça rebondit sur le côté événementiel et festif, quoi. Et aujourd'hui, t'as pas beaucoup d'artistes qui visent tous les gros festivals qu'on connaît. Dont nous aussi, hein, on va bientôt faire des gros festivals. C'est un but. Est-ce que tu penses que les petits clubs de proximité sont en train de perdre l'âme, qu'en fait, ils ont perdu une sorte d'aura qui faisait que les gens allaient, ou ils n'ont pas su se renouveler, ils ont pas... ils ont manqué, quoi, pour que les gens viennent. Si le club de base il reste comme il est et il se renouvelle pas, c'est sûr qu'il va perdre son âme. Après, les festivals ou festivals, ça reste quand même il y a une vibe où il y en a de plus en plus. Ouais. Et ils veulent toujours en faire plus. Et les gens sont plus intéressés par ça que d'aller dans les clubs. C'est pour ça que tu crois que c'est dû à quoi?
C'est quoi? C'est vraiment tout ce qui est mis en place, parce qu'on en discutait avant en off, justement. On comprenait pas le fait que les gens fréquentent de moins en moins les clubs, les discothèques. Et les festivals n'ont pas l'air de désemplir, quoi, tu vois. Et est-ce que c'est quoi? C'est de l'expérience C'est les têtes d'affiche qui font venir. Ok. Les décos. Ouais. Il y a toujours un truc spectaculaire. Quand tu vois Tomorrowland, bon, la scène elle a cramé l'année dernière, mais en 24 heures ils ont sorti une scène écran, et c'est vraiment le côté expérience, quoi. Je pense que c'est le côté expérience immersif, quoi. Voilà. Tu penses que les clubs ne se renouvellent pas assez dans le côté de l'expérience client, quoi. Je veux dire, les gens qui arrivent, qui rentrent dans une ambiance bien spécifique, avec une déco spécifique, des performances. Après, il faudrait le faire. Le truc, c'est que si tu le fais tout le temps dans un club, si c'est immersif, les gens ils vont revenir tout le temps. Après, il faudra changer dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, il faut s'habituer. Tu vois, en comparatif, c'est là où il n'y a absolument pas de formule secrète. C'est qu'on parlait d'Univers, qui est donc un club qui a ouvert à Ibiza avec 2 Français en tête. Numéro 1 en une année. C'est ça, numéro 1 en une année. Et puis il n'y a pas forcément de. Tu vois, enfin voilà. Il n'y a pas de déco, il y a juste les shows. Et. Tu vois, donc après, ils ont mis. Oui. Ils ont mis d'autres moyens, mais non, c'est ça. Donc, il faudra que les clubs se renouvellent un petit peu. Tu penses qu'ils proposent, je sais pas, des décos toutes les 6 mois, tous les 3 mois, des concepts un petit peu différents. C'est comme le Village du Soir. Ouais. Eux, ils se renouvellent à chaque fois. Et ça attire les gens, quoi. Ça attire quand même les gens, parce qu'il y a quand même, c'est vraiment il porte bien son nom, c'est le Village du Soir. Ouais. Tu peux aller boire un café, tu peux aller manger, tu peux aller danser, boire l'apéro, danser, changer de salle, faire ce que tu veux. Ouais. La déco est changée à chaque régulièrement. fois. Mais après, je pense que dans tous les cas, même si tu fais ça dans un club, ça restera pas la même chose qu'un festival où tu vas une fois, tu sais que c'est une fois ou 2 fois dans l'année. Ouais. L'expérience restera toujours, comment dire, plus spectaculaire qu'un club. Pour moi. Ouais, ça me paraît aussi assez logique, quoi. Donc il y a une sorte de routine qui s'est mise en place vis-à-vis de la clientèle. Et puis du coup, même si tu essaies de renouveler un peu les performances, les décos, les machins, la musique, voilà, quoi, au bout d'un moment, il y a une sorte d'usure du lieu qui se fait, et tu peux pas te renouveler tous les 3 semaines. C'est ça. À part si tu as beaucoup de finances, quoi. Donc tu penses et effectivement, le festival, généralement, c'est dans un autre lieu, donc tu prends un week-end où tu vas, c'est vraiment une expérience immersive, quoi. Il y a tout le truc qui va autour, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça doit devenir de plus en plus compliqué, sans doute, pour les discothèques les clubs de proximité que les festivals. Possible. Après, si il y a de sa clientèle, si le DJ est bon, normalement tu peux stabiliser un minimum de fréquentation, quoi. Et si t'es aux normes. Surtout. Oui, c'est vrai qu'avec l'événement malheureux qui s'est passé en Suisse là, fin d'année, début d'année, c'est triste. C'est vrai que ça a dû resserrer les vis dans pas mal d'endroits, quoi. Donc, même en France, j'ai vu là. Ouais, je crois que c'est mondial. Je crois que l'événement est diffusé mondialement. Et ça a remis des nouvelles normes en place, quoi. C'est vrai que pour avoir travaillé aussi dans des discothèques, c'est vrai qu'à l'époque, quand un endroit prenait feu, par exemple, en Thaïlande à l'époque, tu vois, toutes les normes mondiales se remettaient par rapport à cette prise de feu qu'il y avait eu. Et chaque fois, c'était super normé, quoi. Et là, on voit que apparemment, c'était pas assez encore normé par rapport à l'événement tragique qui s'est passé, quoi. Des petits filous, comme ça, enfin bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Je pense que c'était déjà assez douloureux. Et est-ce que donc ton côté, tu as remarqué aussi le son afro qui revient de plus en plus, le côté tribal justement qu'on parlait au début de ce podcast? Est-ce que tu as remarqué que c'est un peu un retour aux sources, ou ça va être une mode? Comment tu remarques un petit peu les boucles qui se font dans la musique, tu sais, parce que c'est un peu cyclique, quoi. C'est comme la mode, comme la vie en général, tu vois. C'est qu'à un moment, il y a une musique qui est à la mode, puis qui est à l'actualité, puis après ça change. Comment tu vois l'arrivée de cette musique afro house, amapiano, latin house, des choses comme ça? Moi, je vois un côté positif. Ouais. C'est dû à quoi? C'est dû surtout, on va dire, à Ugel. On va dire ça comme ça. Tu penses que ça a été le protagoniste principal? Je pense que lui, il est arrivé et il a... Et je l'ai vu, je le suivais à son commencement. Ouais. Ça n'avait rien à voir. Il avait déjà un petit peu le délire de ce qu'il a maintenant, mais musicalement, non. Je parle du style. Ouais. Mais là, il est allé là où il voulait aller. Et ce qui est bien, c'est qu'il l'a fait reconnaître partout, quoi. Ouais, là, et il est demandé, il bouge bien, et c'est ça qui est cool. Ouais. Donc, et toi, là, sur ce côté, un petit peu, cette arrivée de ce morceau afro, amapiano, latin house, est-ce que tu as pris t'en distilles de temps en temps dans tes sets? Oui, clairement. Ouais. C'est demandé, tout ça? Ou tu sens que c'est encore un peu frileux par ici? C'est un peu demandé, clairement. Surtout sur la gente féminine. C'est bien parce que ça reste une rythmique un peu house, mais il y a l'afro derrière, les rythmiques afro, latina derrière, c'est ça qui est super cool. Ouais.
Donc, moi, non, c'est demander sur certaines personnes, après, toujours pareil. Hein. Il y en a qui vont te demander un son, d'autres. Et non, moi, je vois ça bien. Okay. Puis j'en passe et franchement, ça prend bien et ça met un peu d'air frais dans l'écosystème de cette musique. Au moins, on saurait latino, reggaeton, j'en passe parce que je sais que ça le fait. Ok. Ça reste dans la continuité. Ça reste dans la continuité. C'est ça le truc, c'est que je peux passer du reggaeton by le funk et revenir et faire ton petit set de 10-15 minutes ça marche. C'est incroyable, c'est que ça marche. Ok. Bon, donc c'est positif, ça donne un coup de frais, effectivement. Ça fait émerger des nouvelles personnes aussi en production, en DJ, etc. Ça ouvre un peu les perspectives. Et puis voilà, maintenant c'est ton moment. Est-ce que tu as une question à me poser sur l'univers un peu Gourou Expérience par rapport à ce qu'on en a parlé avant, tu vois, tu me connais depuis quelques années aussi, donc tu sais où je veux aller. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais savoir de plus précis ou... C'est quand la prochaine date? Alors justement, on travaille dessus parce que là, le but, je vais expliquer un petit peu aussi à l'audience. Donc Gourou Expérience, c'est une expérience justement immersive dans le côté du monde fluo UV, un peu personnage avatar que toi, tu avais connu à l'époque de la Fluo Moon, qu'on faisait avec des performeurs body paintés, enfin vraiment tout est UV et réactif. Et c'est vrai qu'on avait remarqué que ça crée une ambiance différente au niveau de l'audience parce qu'ils étaient aussi marqués comme un peu les tribus à l'ancienne avec des éléments graphiques qui étaient faits sur leur visage, qui étaient aussi UV réactifs, etc. Il y avait une grosse lune qui était là. Enfin, on avait amené avec ce petit concept. D'ailleurs, c'était pour toi qu'on l'avait créé d'ailleurs. Ouais. Parce que pour l'anecdote, Anthony me dit c'était quoi de la bass, de la bass house, je crois. Bass house, ouais. Ouais, c'était à l'époque où il y avait Mala et tout ça, ou Mercer ou Mala. C'était bass house et Future House. Future House, et au final, c'est parti en bass house, Future House, techno. Et puis après, on s'est adapté. Puis effectivement, tu voulais absolument placer cette musique et puis on n'avait pas de concept à l'époque qui allait avec. Et puis c'est clair qu'à un moment, il y a eu un déclic. On s'est dit, on crée un univers autour de cette musique pour l'amener justement auprès des gens. Puis ça a plus ou moins relativement pas mal marché. Hein. On a fait des belles soirées. On s'était bien amusé, on avait bien rigolé. Donc voilà, Gourou Expérience, c'est un peu ça. Et quand la prochaine, là, je suis en train de voir pour justement remettre un petit peu d'actualité, tout ça. Donc je regarde avec différents endroits pour qu'on fasse une soirée de test, un peu captation vidéo, pour expliquer le concept aux gens, avec justement les performeurs UV, avec le body painting, les confettis, les fumigènes, enfin tout ce qui est un peu accessoire effet, tu vois. Et puis principalement, ça va être sur. Moi, je partais justement sur la musique un peu afro, latin house, parce que c'est vraiment le côté gourou positif. Hein, c'est pas le gourou qui te gère ton cerveau, c'est le côté gourou qui te canalise, tu vois, qui te prodigue des bonnes énergies. Et c'est vraiment avec cette rythmique que j'ai remarqué que les gens étaient super réactifs au tout ce qui est percussion, quoi. Tu as des gens qui partent, ça envoûte les gens, quoi. Tu veux vraiment créer des ambiances de ouf avec les petites percus, djembé et tout ça, quoi. C'est le pouvoir de la musique. Non, c'est ça. En plus, tu rajoutes dessus des petits chorus, un peu des vocaux super, tu vois, vraiment comme un peu dans une église, tu vois, avec une résonance effet. C'est vrai que tu peux emmener des belles ambiances. Donc on va faire ça, je pense, pour septembre. Tu seras forcément, bien sûr, dans le line-up. Et puis on va regarder où on peut le faire. On est en négociation avec 2-3 endroits, quoi. Donc effectivement, ça on redémarre, quoi. Malgré nos grands âges. Et aujourd'hui, si tu avais justement une baguette magique pour changer quelque chose dans la nuit genevoise, qu'est-ce que tu changerais? Que ça redevienne comme avant, que les jeunes viennent kiffer sans se prendre la tête, kiffer l'artiste, kiffer la musique, kiffer la soirée, rentrer bien correctement. En vrai, ça serait ça, ouais. Que tous les clubs redeviennent blindés et que les gens viennent faire la fête, en fait. Et qu'est-ce que tu penses justement de je crois que c'est Bob Sinclair qui avait fait une petite polémique sur les téléphones qu'on a vu en Europe, hein. Enfin en tout cas en francophonie, tu sais, qu'il disait qu'il en avait marre d'arriver à des shows et puis tout le monde a le téléphone en l'air, puis personne ne vit la musique, personne n'a d'échange, de connexion, d'énergie, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il a raison. J'ai vu des vidéos où il faisait les comparatifs Ibiza avant, Ibiza maintenant, ça fait peur. Les gens s'amusent plus, quoi. On est d'accord, ils sont derrière leur écran et il y a pas ça fait peur. Il y a certains endroits qui interdisent justement le téléphone portable. En Allemagne, j'ai vu. Ça a l'air d'être. C'est pas mal parce que c'est vrai qu'il faut. De nouveau, je pense que ça fait partie de la problématique. C'est que l'humain, il doit connecter. Donc il doit aller voir un humain, il doit le sentir en termes d'énergie, le toucher, lui parler, tu vois ce que je veux dire. Et de nouveau, avec ce système de téléphone, je pense que ça met une barrière, quoi, tu vois, je veux dire, entre le fait de connecter avec un autre humain, quoi. Donc de nouveau, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui disaient, reste chez toi, quoi, puis tu regardes la vidéo qu'un autre est en train de filmer en live sur ton portable. Pourquoi tu sors, tu payes un certain prix pour voir un artiste que tu aimes bien, pour le filmer, quoi, au lieu de vivre avec lui justement le moment présent et la musique qui distille, quoi. C'est vrai que je pense que c'est aussi un frein au fait des soirées, ça peut être aussi quelque chose qui bloque parce qu'au final, les gens ils prennent plus le bon temps, quoi, tu vois, je veux dire. Si t'en fais une ou deux,
tu veux bien, tu vois, une ou deux vidéos. Ouais, mais il y en a, ils sont, Là, j'ai vu justement, récemment le B2B de Bob Sinclair et Usual, je sais plus où c'était pas Ibiza. Mais je pense que sur les milliers de personnes qu'il y avait, il y en a peut-être 2 qui n'avaient pas de téléphone portable. Ouais. Et tu vois toute la foule avec le téléphone. Et au début, quand ils arrivent, machin, mais là, ça dure tout le long du set, quoi. Tu vois, je veux dire. Enfin bref, je pense qu'il y a des choses un peu comme tu disais. Comment ils font pour avoir autant de batterie? Je sais pas. C'est pas des Apple, hein. C'est Apple les iPhones qui sont un peu. Ah ouais, je sais pas. Moi, une heure comme ça à filmer, je sais pas. Enfin bref, je pense que comme tu disais, ça serait de revenir un peu aux sources de ce qu'on a connu. Est-ce que ça va revenir dans la boucle, dans le cycle? Parce que là, c'est vrai qu'on avance vers des moments un petit peu, je pense, tempétueux, quoi, au niveau du monde en général. Donc là, je vais te faire un peu une question-réponse, question rapide, le fast track, on va dire. Quelle est ton arme fatale, ton track fatal dans un set? Ton secret weapon? Franchement, Fisher, Somebody. Il a fait un remix de Gauthier. Ouais. Celui-là, c'est... Ah ouais, celui-là. Chaque fois là. Banger. Celui-là, il est ouf. Ok, donc Fisher, Somebody, remix. C'est ça? Ouais, si tu mets Fisher, Somebody, il te sort tout de suite. Et le club ou le festival où tu as eu une plus grosse claque visuelle, donc soit où tu as participé ou soit tu as été en tant que clubbeur? Visuel, ouais. Pas pour l'artiste. Ouais, vraiment la claque visuelle où tu t'es fait. La claque visuelle, c'était Diez Montpellier. Où tu as participé, où j'ai participé, et ouais, clairement ça. Ouais. Et après, en tant que spectateur, en tant que spectateur, visuellement. T'as jamais été bluffé? Non, je suis plus bluffé par l'artiste en lui-même. D'accord. Donc tu regardes le côté set, ouais, côté si on va dire c'était Rock aux Arènes en Suisse. Ouais. Le lieu est atypique. Ouais. Et puis. Vu que c'est une arène, le son était incroyable. Ok. Ça serait plus ça, mais il n'y avait pas vraiment d'effet visuel de fou. Les animaux, les trucs comme ça tu sais où il y a ces robots derrière qui sont. Non, j'ai pas vu ça. Quand t'as pas vu, je te montrerai, c'est un truc où justement c'est vraiment. T'as une créature qui est derrière sur les gros écrans LED, tu vois, qui fait comme si elle cassait une vitre. Ah oui, ça j'ai vu. Ouais, mais il y a eu Eric Prydz aussi, tu vois, qui avait fait à l'époque. Mais après, tu me demandes si j'ai participé, bien sûr. Non, si t'as arrêté voir, je veux dire aussi. Oui, alors si on parle de ça en tant que vue, Eric Prydz et Anima. Ouais. Alors ça, je pense que là, t'es en mode. T'es dans un autre monde. Tu as déjà vu un show Non, jamais. Okay. Alors participer, c'est Montpellier, Diez. Voilà. Fluo Moon, où là vraiment ça t'a bluffé, puis après en tant que show, tu vraiment les trucs Anima. Show, Anima oui, clairement. Okay. Et Eric Prydz. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans le DJing aujourd'hui? Jamais lâcher. Faut toujours croire en soi, écouter les autres et rester aussi à sa place. Dans le sens où tu commence pas à mettre des tarots, t'es DJ depuis 10 ans, t'as fait 50 clubs, tranquille, tu commences gentiment, tu fais ton évolution, t'apprends, tu prends ce qu'il y a à apprendre chez les autres qui t'apprennent et tu fais ta petite patte à toi. Donc se former, vraiment d'aller prendre du savoir chez les gens, d'écouter les gens, mais pas griller les étapes, quoi, vraiment. Voilà. Parce que c'est le chemin, comme on dit souvent dans le business, c'est le chemin qui est cool, pas forcément le résultat, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Tout le parcours que tu auras fait, quoi. Qui c'est que tu me conseilles d'inviter dans ce fauteuil pour le prochain épisode? Un collègue à moi du village du soir. Ouais. Livati. Prochaine fois. C'est toi ici. On t'invite, l'invitation est lancée par Lunatic. On t'attend. On prendra contact. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Tu voudrais rajouter quelque chose? À bientôt. Et voilà. Et voilà. En tout cas, merci pour ton échange et ta transparence, c'était cool. J'espère que tu as apprécié ce moment. Et puis, je vous dis à bientôt dans Gourou. Expérience de podcast. À toutes.